Bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser encore une minute le temps pour les participants de se joindre au webinaire et ensuite on commencera. Bonjour, Quay. Je m'appelle Jennifer Quaid, je suis vice-doyenne à la recherche ici à la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à cette conférence faisant partie du cycle des conférences de la section de droit civil. Tout d'abord, au nom de la section de l'université, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles se trouve l'Université d'Ottawa font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Algonquin. Nous leur rendons hommage et reconnaissant leur relation continue avec ce territoire qui demeure non cédé et dont ils sont les gardiens traditionnels. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir la chance d'écouter encore une conférence organisée par le laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant, chapeautée entre autres par ma collègue Mona Paré, à qui je vais maintenant céder la parole pour qu'elle vous fasse une petite présentation de nos panélistes et du sujet dont il sera question aujourd'hui. Merci Jennifer. Donc, c'est mon tour de vous souhaiter les bienvenus au nom du laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant. Donc, c'est notre troisième conférence de l'année universitaire, mais notre première de 2022. Donc, ça nous fait très plaisir de vous accueillir tous ici. Donc, peut-être vous le savez que le laboratoire de recherche sur les droits de l'enfant est un réseau de chercheurs universitaires, mais aussi de partenaires communautaires. Et c'est une de nos chercheurs très actives et membre donc, du laboratoire Marie-Pierre Jolicoeur qui a organisé cette conférence et qui va agir comme modératrice. Ça va être elle en fait qui va présenter nos deux autres conférencières, mais elle est conférencière elle-même également, puisqu'en fait, elle est très bien placée pour introduire le sujet d'aujourd'hui, comme son projet de thèse porte sur l'encadrement de l'utilisation des technologies numériques pour protéger la santé et le développement de l'enfant. Et donc, je ne vais pas prendre plus de temps parce que je pense qu'on a des présentations très intéressantes et j'espère qu'on aura du temps également pour une discussion à la fin. Donc, Marie-Pierre, c'est à vous. Donc, merci beaucoup, professeur Paré. Merci d'avoir accepté aussi ma proposition de thème de conférence. Donc, aujourd'hui, moi, je vais introduire plutôt l'univers des droits des enfants à l'ère du numérique. Donc, je ne vous parlerai pas comme tel de mon projet doctoral. Je suis en deuxième année pour l'instant de mon parcours. Mais en fait, je trouvais que c'était une belle occasion de traiter le sujet dans une perspective interdisciplinaire. Donc, on sait que l'environnement numérique va teinter en fait l'enfance, l'adolescence et de différentes façons en offrant bien sûr des défis, mais aussi plusieurs opportunités. Donc, c'est essentiel que la recherche universitaire soit mobilisée en ce sens-là. Je trouve que l'événement d'aujourd'hui en est un bel exemple pour, d'une part, saisir les nuances, la portée de ces impacts-là du numérique dans la vie des jeunes, mais aussi pour réfléchir à des solutions. Donc, en ce sens-là, je suis très heureuse qu'on ait la sénatrice avec nous présente pour vous parler. Donc, d'avoir autant le milieu universitaire, mais la sphère également politique qui est présentée. Donc, je vais partager mon écran.
Parfait. Donc, je vais vous présenter brièvement le plan de la conférence d'aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, moi, je vais introduire la question des droits des enfants à l'ère du numérique. Par la suite, je vais présenter nos deux invités de haut niveau. Donc, on a vraiment la chance d'avoir deux personnes qui vont venir nous parler d'enjeux complètement différents par rapport au numérique. Donc, Madame Caroline Fitzpatrick d'abord et ensuite Madame la sénatrice. Donc, je vais brièvement les présenter. Caroline Fitzpatrick, qui est professeure associée en développement de l'enfant à l'Université de Sherbrooke, qui s'intéresse aux conséquences de l'utilisation des médias digitaux chez les enfants depuis 2010. Donc, il y a des petits soucis techniques, je crois, du côté de Caroline. On va espérer la voir là, un peu plus tard avec nous dans la conférence, qui va venir nous parler de santé et d'éducation des enfants face au temps passé devant les écrans. Et on a l'honneur de recevoir aussi la sénatrice Julie Miville-Deschênes, qui, depuis sa nomination au Sénat en 2018, a présenté deux projets de loi d'initiative sénatoriale. Donc, le projet de loi S-210 qui rend obligatoire la mise en place de mécanismes de vérification d'âge pour protéger les mineurs de l'exposition à la pornographie en ligne. Donc, elle va venir nous parler de ce projet de loi aujourd'hui. Et aussi un projet de loi sur l'esclavage moderne. Donc, Julie Miville-Deschênes, qui a eu une longue carrière dans le secteur du service public, qui a été journaliste également à Radio-Canada et qui a présidé le Conseil du statut de la femme de 2011 à 2016. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, je vais simplement agrandir un tout petit peu pour bien voir les panélistes. Et je vais débuter en fait, une présentation très brève, sommaire, et juste pour mettre la table, en fait, sur la question des droits des enfants à l'ère du numérique. Donc, la première chose de laquelle je voulais parler, c'est en fait vous présenter un peu la place du numérique dans la vie des enfants. Je suis consciente que ma première diapositive est assez chargée, je me suis même retenue d'en mettre, mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'entrée de jeu s'il y a peut-être une chose à retenir, c'est que Internet, la télévision, a pris une place de manière fulgurante dans les 50 dernières années dans la vie des enfants et qu'on n'a finalement pas une perspective historique ou un recul si grand que ça par rapport à la place des innovations technologiques dans nos vies. Et souvent, on va dire qu'en matière de numérique, il y a un certain retard du droit, un certain vide juridique même qu'on va dire. Je pense que c'est de moins en moins vrai pour plusieurs secteurs d'activité, mais quand même qu'il y a un décalage entre la réponse du droit et la réalité là, de la place qu'occupe le numérique dans nos vies. Donc, très, très brièvement, je voulais simplement rappeler que c'est depuis 1969 seulement que Internet a été inventé. Donc, cette idée d'envoyer un message d'un ordinateur à un autre, ça remonte seulement en 1969. Et après ça, Internet s'est développé en différentes phases, mais dès le départ, Internet, c'était une grande promesse de liberté, l'éclatement des frontières pour pouvoir communiquer entre nous. Donc, on n'était pas du tout dans une logique d'encadrer, de légiférer, de développer un corpus. C'était plutôt un enthousiasme d'innovation au départ. Et là, tranquillement, le fait d'avoir des ordinateurs personnels au sein des foyers, ça s'est démocratisé tranquillement. Donc, on s'est mis à avoir un ordinateur à la maison qu'on devait partager avec la ligne de téléphone. On se rappelle cette époque-là. Et l'autre tournant historique que je voulais mentionner, c'est au début des années 2000, donc tout le modèle d'affaires qui s'est développé autour de la collecte massive de données. Donc, on peut donner l'exemple de Google qui va recueillir des informations quand on va faire une petite recherche sur le moteur de recherche ou qu'on utilise les différents services gratuits de Google. Bien, Google collecte des données massives sur les utilisateurs dans le but d'optimiser notre expérience, mais surtout, je crois aussi dans le but d'attirer l'attention, de nous garder connectés aux plateformes. Donc, ce modèle d'affaires qui est un modèle qui est extrêmement lucratif, mais qui peut être aussi critiquable dans une perspective où les enfants, les adolescents utilisent ces plateformes numériques. Donc,
très bref histoire d'Internet Express. Après ça, il y a différentes phases que vous connaissez, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, là, une donnée, on évalue que près de la moitié de la population mondiale est en ligne et que près d'1 milliard d'enfants seraient connectés. De manière parallèle, donc de manière concomitante, il ne faut pas oublier la place de la télévision aussi dans la vie des enfants, qui est un écran qui longtemps était considéré un peu comme le seul écran dans la vie des enfants. Et j'ai trouvé intéressant, en préparant la conférence d'aujourd'hui, de réaliser que ça fait longtemps qu'on s'intéresse aux impacts des écrans sur le développement des enfants. En fait, j'ai trouvé une enquête qui a été réalisée en 1964 et dans laquelle on avait évalué quel impact ça avait dorénavant d'avoir un téléviseur dans le salon à la maison. Puis l'étude révélait en fait qu'il y avait un impact significatif sur le temps passé à écouter la radio, un impact sur les sorties au cinéma. Donc, on allait moins au cinéma parce qu'on écoutait la télé, un impact sur le sommeil des enfants, sur le temps passé à ne rien faire. Donc, déjà, donc ça ne date pas du tournant des années 2010-2012 qu'on a commencé à s'intéresser à l'impact des écrans. Ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Et très, très brièvement, puisque si on a Caroline Fitzpatrick avec nous, elle va vous en parler abondamment plus tard, mais en fait, les médias numériques maintenant font partie du quotidien des enfants pour le meilleur et pour le pire. Donc, et la pandémie, avec les mesures de confinement, a simplement exacerbé, augmenté le temps d'écran, donc avec l'école virtuelle et même le temps d'écran récréatif. Ce qui fait que les grandes organisations protectrices des droits des enfants se sont bien sûr intéressées à cette place qu'occupent dorénavant les technologies numériques dans la vie des enfants et des adolescents. Par exemple, et c'est le document que je vous ai proposé de lire pour la rencontre d'aujourd'hui, donc le rapport de 2017 d'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, donc les enfants dans un monde numérique, et on souligne dans ce rapport-là que de plus en plus les enfants sont connectés, ça change de manière incroyable leur enfance. Je fais une traduction simultanée de ce qui est écrit. Un rapport aussi qui souligne la fracture numérique, le manque d'accès aussi de certaines populations à Internet, qui est un autre enjeu aussi du numérique. Ensuite, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, dans un monde pré-pandémique, qui a affirmé, puis ça a été l'objet aussi de plusieurs publications puis de réactions par la suite en 2019, que pour grandir en santé, un enfant doit s'asseoir moins et jouer davantage, donc en référence aux écrans, donc pour avoir un développement sain, un développement optimal. Et j'ai aussi extrait une citation de l'honorable Lyndon Pearson, donc une personne une pionnière en fait, puis une grande défendeur des droits des enfants, qui dans une déclaration en 2020 a dit que présentement, il y avait des phénomènes qui posaient des défis énormes pour les droits des enfants, dont la question de l'univers digital, l'univers numérique. Et elle faisait aussi dans son discours référence au changement climatique. Donc, cette présence-là du numérique s'inscrit dans un contexte où il y a une convention qui a été adoptée en 1989 dans un monde qui était pré-digital, donc dans un monde où les technologies numériques n'avaient pas une importance qui était aussi grande que maintenant. Mais tout de même, il y a certaines dispositions qui peuvent être questionnées, qui peuvent être trouver application tout de même. Donc, quand on parle de l'article 5 sur les capacités évolutives de l'enfant, et ça, on pourra en reparler plus tard dans la conférence, mais c'est sûr que les recommandations qu'on peut faire par rapport au numérique pour un enfant de 2 ans ou pour un adolescent de 17 ans, ne sont pas les mêmes. Même chose pour le contenu qui est approprié pour un enfant au primaire ou au secondaire. Donc, il y a toute cette question-là des capacités évolutives de l'enfant qui est très importante. Les dispositions plus générales qui visent à protéger l'enfant contre les formes de violence, c'est une disposition qui trouve application en ligne, donc dans tous les risques de violence qui sont amenés sur Internet. Je vous ai pointé aussi l'article 27, l'article 31, l'article 27 qui parle d'un développement physique, mental, spirituel et social
optimale, et l'article 31, le droit au repos, le droit de se livrer à des activités récréatives propres à son âge. Donc, toutes ces dispositions-là trouvent application aussi dans l'univers numérique, mais on a jugé bon et nécessaire d'adopter en mars 2021 une observation générale, l'observation générale numéro 25 sur les droits des enfants en relation avec l'environnement numérique, ce qui était nécessaire pour justement promouvoir, articuler les droits des enfants dans leur relation aux technologies numériques. Donc, simplement quelques éléments point plus théorique, si on veut, un simple rappel, le principal objectif, en fait, d'une observation générale, c'est de promouvoir la mise en œuvre de la Convention. Puis, les 25 toutes les observations générales là, qui ont été adoptées avant cette observation-là traitaient justement d'enjeux précis. J'ai la liste devant moi. Donc, par exemple, l'observation numéro 3, c'était sur la question du VIH et des droits des enfants. Il y a eu des observations sur la question des enfants handicapés, des enfants autochtones. Donc, il y a toutes sortes de sujets un peu plus spécifiques qui ont été traités par rapport aux droits des enfants. Et celle-ci, c'est une observation qui est très riche, qui a 125 dispositions. Je vous invite à aller la consulter, couvre des sujets très, très vastes. Et je souligne, parce que je trouve que c'est une belle représentation de la participation des enfants aux solutions. Hein. Donc, c'est justement l'honorable Lyndon Pearson qui disait que les enfants ne sont pas le problème, les enfants font partie de la solution. Donc, je trouve que d'avoir fait appel à 709 enfants issus de 28 pays pour rédiger cette observation-là. C'est quand même une belle marque de respect de l'article 12 de la Convention là, qui promouvoit la participation de ces enfants. Donc, j'ai reproduit quelques extraits ici. Je les ai sélectionnés un peu en lien avec ce que les deux prochains invités vont vous présenter pour le reste de la conférence. Donc, simplement, la disposition numéro 1 qui, je trouve, donne le ton, donc un ton nuancé, un ton qui fait participer aussi, qui inclut la parole des jeunes. Donc, dans la première disposition, on dit « Les enfants consultés aux fins de cette observation générale ont souligné que les technologies numériques étaient essentielles pour leur vie d'enfant et pour leur avenir. » Donc, on n'est pas du tout dans une perspective de diaboliser ou d'écarter complètement les écrans de leur vie. Puis c'est pas... En fait, il y a quelques exemples. Un enfant qui dit « Grâce aux technologies numériques, je peux obtenir des informations du monde entier, développer aussi son identité, m'apporter de la joie quand je suis triste. » Donc, il y a tout ça aussi qui ressort de cette observation, mais aussi, on ne muselle pas ou on n'écarte pas les risques, donc les risques qui peuvent être nombreux, les enjeux qui peuvent être nombreux en lien avec l'usage des technologies. Par exemple, on voit à la disposition 19 que les risques et les possibilités associées à l'interaction des enfants dans l'environnement numérique varient en fonction de l'âge et du stade de développement, donc le principe de capacité évolutive de l'enfant qui est bien décrit ici. La disposition 25, par exemple, qui dit que les États parties devraient mettre en œuvre des mesures qui protègent les enfants contre les risques de cyberagression, d'exploitation sexuelle en ligne, etc. Et un autre exemple que j'ai tiré, puis ça, Caroline Fitzpatrick en reparlera, puis en traite beaucoup dans ses études. Donc, l'équilibre qui doit être maintenu entre des activités numériques et non numériques, le repos, etc. Donc, la vie privée aussi est traitée dans la Convention, les enjeux de désinformation, l'accès à du contenu approprié. Donc, tout ça fait partie de l'observation. Ce qui m'amène à mon dernier point, en fait, qui est un exemple devant les tribunaux québécois. Donc, pourquoi je vous présente cet exemple-là qui est c'est simplement pour souligner en fait que même si sur le plan national, on n'a pas une loi qui, de manière spécifique, une loi là, de l'Assemblée nationale au Québec qui dirait une loi contre l'usage excessif des écrans ou quelque chose comme ça, c'est tout de même, ça fait maintenant partie de ce que le tribunal va observer par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, par exemple, je m'explique, là, dans cette cause-là, les parties
Madame exerçait la garde de l'enfant, puis monsieur demandait finalement d'obtenir la garde. Et dans ce que plaidait monsieur, le principal fondement, le principal reproche qu'il faisait à madame dans ce litige où la garde de l'enfant a été en fait discutée, c'était un manque de supervision de l'enfant, entre autres dans la manière que l'enfant utilisait l'écran lorsqu'il était avec madame. Donc, au paragraphe, vous pouvez aller voir le jugement. C'est sûr que le numérique, c'est parmi d'autres aspects de l'hygiène de vie de l'enfant, un des aspects qui est discuté parmi d'autres. Mais au paragraphe 38, on va dire « Monsieur témoigne qu'en août 2019, sa conjointe constate que le cellulaire de l'enfant affiche un temps d'écran de 2h30 en lien avec un site pornographique. » Donc, ça va inclure un peu ce dont on va parler tout à l'heure. L'historique de navigation affiche des vidéos pour adultes qui vont des dates et tout ça. Donc, pour évaluer la capacité parentale dans le meilleur intérêt de l'enfant, on va tenir compte de la manière dont le numérique va être utilisé dans les familles finalement. Je l'avais retiré par manque de temps, mais je peux peut-être juste nommer, puis ça va être la dernière chose que je dirais avant de passer la parole aux autres panélistes. L'exemple de Fortnite, donc les concepteurs du jeu Fortnite, il y a une action collective en fait au Québec qui a été en 2019, en fait, c'est des avocats de Montréal qui ont exercé une action collective contre le concepteur de Fortnite parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mise en garde qui est faite par rapport aux parents, puis ça crée une certaine dépendance chez les jeunes. Puis je trouvais ça intéressant. Là, en 2022, avec la situation pandémique, j'ai essayé de trouver hier là, où en était le recours, mais en fait, à l'époque, en 2019, le recours a été... les arguments juridiques en fait, qui ont été soulevés sont ceux les mêmes en fait, que l'action collective qu'il y avait contre les fabricants de cigarettes. Donc, c'est une base légale, donc l'article 1457 du Code civil, la responsabilité civile, 1469 aussi sur le devoir des clients d'informer des risques et des dangers en lien avec un produit là, avant l'utilisation. Donc, à suivre pour ce dossier-là, mais c'est un autre exemple de la manière au plan national où les technologies numériques vont pouvoir vont faire partie, en fait, vont occuper les avocats puis vont intéresser le droit. Donc, est-ce qu'on a Caroline avec nous? Oui, super. Donc, je suis bien contente que ça... Super, donc je ne t'avais pas vu, Caroline. Donc, alors, il me reste à donner la parole à notre prochaine invitée. Donc, merci beaucoup, Caroline, d'avoir accepté l'invitation. Puis, j'ai fait la présentation tout à l'heure. Donc, Caroline qui va venir, professeur Fitzpatrick, pardon. Je connais Caroline, on a collaboré ensemble sur différents projets. Donc, qui va venir parler de santé et d'éducation des enfants face au temps passé devant les écrans. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Parfait, OK. Je vais mettre en mode plein écran. Donc, bonjour, c'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'intéresse à l'utilisation des écrans par les enfants et les adolescents depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, je suis bien heureuse de pouvoir partager certaines de mes réflexions et résultats de recherche à ce sujet avec vous. Donc, d'entrée de jeu, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Mes recherches sont subventionnées par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et Research Nova Scotia. Donc, l'utilisation des écrans par les enfants et les ados est un sujet d'actualité qui prend quand même régulièrement la place dans les débats publics. Donc, pour alimenter un petit peu la controverse, assez récemment, Steve Jobs et Bill Gates auraient admis avoir éloigné leurs propres enfants loin des écrans. Il y a aussi plusieurs des écoles les plus prestigieuses au Vallée du Silicon qui mettent de l'avant le fait qu'eux autres fournissent des environnements sans tech, avec un retour au papier crayon et au tableau noir. Très récemment, il y a aussi eu des débats sur l'exposition des enfants aux scènes et aux contenus violents. Donc, c'est un débat auquel j'ai participé. Et c'est un débat qui s'est même rendu jusqu'au premier ministre Legault.
Donc, qu'est-ce qui en est peut-être plus au niveau clinique? Qu'est-ce que les spécialistes recommandent en termes d'utilisation des écrans par les enfants? Donc, ici, je vais vous donner les grandes lignes de ce qui est proposé par l'Organisation mondiale de la santé puis l'Association canadienne d'optométristes. Donc, on recommande que les enfants de 2 ans et moins soient exposés à aucun temps d'écran ou que le temps soit très limité. Et ici, on peut faire une exception pour l'utilisation des technologies de vidéo chat, comme Skype, par exemple, avec des membres de la famille. Ce sont des utilisations qui sont considérées comme quand même correctes et même bénéfiques pour les très jeunes enfants. Ensuite, entre les âges de 2 et 5 ans, on recommande un maximum d'1 heure de temps d'écran par jour, à mesure que ces contenus soient le plus possible des contenus de bonne qualité et éducatifs et conçus pour les enfants. Et ensuite, pour les enfants d'âge scolaire et les adolescents, on recommande un maximum de 2 heures par jour. Donc, une des raisons pour lesquelles ces recommandations-là existent, c'est parce que les habitudes qu'on acquiert tôt dans la vie ont tendance à se maintenir et même s'intensifier à d'autres étapes de la vie. Donc, l'idée, c'est que si on peut aider les enfants à développer des saines habitudes tôt, on peut les inoculer contre des comportements plus malsains et plus néfastes plus tard dans la vie. Donc, et en effet, il semble être le cas que les adolescents ont plutôt de la misère à réguler leurs habitudes médiatiques. Donc, ici, je vous présente des données canadiennes et j'attirerai votre attention sur les barres jaunes. Donc, les barres jaunes reflètent la proportion d'adolescents canadiens qui dépassent la recommandation de 2 heures par jour de temps d'écran et en même temps qui sont insuffisamment physiquement actifs. Donc, la recommandation est d'1 heure d'activité physique par jour. Donc, les adolescents représentés par les barres jaunes sont insuffisamment actifs et dépassent les recommandations de temps d'écran. Donc, si on regarde à travers le pays, cette proportion-là est environ à 50%. Et cette proportion-là, elle est significativement plus élevée au Québec. Donc, ce n'est pas entièrement surprenant que les adolescents aient de la misère à réguler leurs habitudes médiatiques. Les écrans, particulièrement les écrans interactifs et les écrans portables, ont été conçus par des équipes d'experts en marketing, en psychologie de l'apprentissage, et en économie comportementale pour favoriser une utilisation qui est continue et habituelle. Et ils n'ont pas manqué leur coup. Donc, les adultes ont en moyenne 30 à 150 interactions par jour avec leur téléphone. Et selon une statistique que je trouve particulièrement inquiétante, 1/3 d'Américains auraient admis préférer se passer de sexe que de leur téléphone. Donc, dans mes travaux de recherche, je me suis beaucoup intéressée à la question « Est-ce que le temps d'écran nuit au développement des enfants? » Et là, je vais vous présenter certaines de mes recherches antérieures. Et ce sont des recherches qui vont ici principalement se baser sur le temps passé devant la télévision et à regarder des vidéocassettes. Et la raison pour laquelle c'est la télévision qui est considérée principalement, c'est parce que c'est des recherches basées sur des grandes enquêtes longitudinales, donc des enquêtes de 20 plus années. Et les enfants dans l'échantillon sur lequel portent mes analyses ont grandi au début des années 2008, avant l'introduction des iPads et des téléphones intelligents sur le marché. Donc, ici, je vous présente le résultat de plusieurs recherches publiées. C'est des recherches qui se basent sur une enquête longitudinale de longue envergure, comme je vous ai expliqué, qui ont suivi les enfants de la naissance et les enfants sont maintenant rendus à l'âge adulte. Donc, dans une première série d'études, on s'est intéressé au temps d'écran des enfants de 2 à 4 ans et les conséquences de cette exposition-là. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les enfants qui avaient passé plus de temps devant les écrans durant les années préscolaires arrivaient à l'école moins bien préparés. Donc, ils étaient moins engagés dans leur salle de classe, avaient des vocabulaires de plus petite taille et des moins bonnes compétences en numératie. Plus de temps d'écran était aussi associé avec des moins bonnes compétences sociales et des scores plus faibles sur la motricité globale. Ensuite, comme c'est des données longitudinales, on a pu suivre ces enfants-là vers la fin du primaire, donc aux âges de 10-12 ans. Et ce qu'on a trouvé, c'était qu'encore une fois, les enfants qui avaient passé plus de temps avec les écrans
entre 2 et 4 ans étaient moins engagés, avaient des scores plus faibles en mathématiques, avaient plus de difficultés interpersonnelles, étaient plus isolés sur le plan social. Et on a aussi trouvé que le temps d'écran était associé avec des moins bonnes habitudes alimentaires, moins d'activité physique et un risque plus élevé de développer un surplus de poids. Donc, comment expliquer ces associations-là? Bien, je dirais qu'il y a plusieurs mécanismes qui pourraient rentrer en cause. Tout d'abord, on entend probablement le plus parler de la théorie du vase communicant. Lorsque les enfants passent du temps avec les écrans, c'est du temps qui est emprunté à d'autres activités qui peuvent être beaucoup plus enrichissantes pour le développement, comme le sommeil, l'activité physique, le temps passé à interagir avec des amis, des membres de la famille, ou le temps de jeu imaginaire en sont quelques exemples. Il y a aussi d'autres mécanismes qui pourraient rentrer en action, donc, dont les mécanismes d'apprentissage social. Donc, les enfants apprennent en observant des modèles autour d'eux, et souvent, ce sont leurs parents, ou ça peut être leurs frères ou leurs sœurs, ou des amis. Mais les enfants peuvent aussi apprendre à travers des modèles, par exemple, dans leur émission de télévision préférée ou dans leurs jeux vidéo préférés. Donc, c'est possible aussi pour les enfants de modéliser des personnages fictifs comme peuvent se retrouver dans les médias. Et pour terminer, c'est possible que l'impact des écrans sur le développement des compétences académiques ou sur la santé mentale s'explique par une perturbation des systèmes attentionnels ou même une perturbation de leur système de la récompense. Donc, plus récemment, j'ai été intéressée à développer un peu une vision plus globale de l'utilisation des médias qui n'est pas seulement basée sur le temps d'écran. Donc, en particulier, je dirais que oui, c'est très important de surveiller la durée de temps que les enfants et les jeunes passent devant les écrans, mais il y a aussi d'autres variables à considérer. Par exemple, le contenu. Donc, quelle est la valeur éducative des contenus auxquels les enfants sont exposés et où est-ce qu'ils contiennent des scènes de violence, comme des exemples. Et c'est aussi important de tenir en compte le contexte. Donc, est-ce que l'enfant utilise les médias avec un accompagnement parental? Ou d'autres exemples à considérer seraient quels sont les moments et les endroits d'utilisation. Et je vais donner plus de détails sur ces deux variables-là dans un instant. Et pour terminer, je dirais que c'est important de considérer tous ces facteurs-là en fonction des différences individuelles de l'enfant, comme le sexe, l'âge, les caractéristiques sociodémographiques et même les forces et faiblesses individuelles de l'enfant. Donc, le contenu compte, et je vais vous donner aussi un exemple d'une recherche très intéressante qui a essayé d'explorer l'impact de l'exposition au contenu violent sur les enfants d'âge préscolaire. Donc, pour des raisons éthiques, on ne peut pas exposer des enfants à des contenus violents pour ensuite en mesurer les conséquences. Mais l'équipe de Christakis a trouvé une façon créative de quand même réaliser une étude expérimentale sur le sujet. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté des parents qui ont ensuite été divisés de façon aléatoire en deux groupes, un groupe d'intervention et un groupe contrôle. Donc ici, le groupe d'intervention a reçu une formation, les parents ont reçu une formation pour les aider à substituer les contenus violents dans les régimes médiatiques de leurs enfants par des contenus éducatifs ou prosociaux. Et ce qu'ils ont observé, c'était que 6 mois après l'intervention, les enfants avec les parents qui avaient reçu l'intervention ont en effet diminué leur comportement externalisé et augmenté leurs compétences sociales par rapport au groupe contrôle qui n'avait pas reçu d'intervention. Donc, les scènes de violence sont très fréquentes dans les films, dans les émissions de télévision et dans les jeux vidéo. Et ceci est même le cas pour les contenus qui sont spécifiquement marketés ou dirigés envers les enfants. Et selon une méta-analyse de 380 études sur les jeux vidéo violents, il semblerait que l'exposition ou jouer à des jeux vidéo violents peut avoir comme incidence d'augmenter le risque de conduite agressive chez les enfants et les adolescents.
Selon une autre étude qui a réalisé une recension de l'impact de l'exposition des adolescents au contenu sexuellement explicite, donc sexuellement explicite, je pourrais traduire ça par la pornographie, a trouvé que les adolescents qui consommaient plus de ce genre de contenu-là, sexuellement explicite, étaient plus à risque de rapporter aussi des actes de violence physique et sexuelle au sein de leur relation amoureuse. Donc, en plus des contenus violents, il y a aussi d'autres aspects du contenu que je pense sont importants à considérer. Un manque de diversité et les stéréotypes raciaux ou liés au genre sont aussi fréquents dans les médias dirigés vers les enfants et semblent avoir un impact négatif sur l'auto-estime, principalement des enfants qui sont issus de la diversité. Dans une note plus positive maintenant, il y a maintenant plusieurs décennies de recherche corrélationnelle et expérimentale qui appuient la valeur d'émissions éducatives comme Sesame Street pour améliorer la préparation scolaire chez les enfants, particulièrement chez les enfants défavorisés. Et il y a aussi des recherches, un peu comme à l'inverse des contenus violents, qui suggèrent que jouer à des jeux vidéo avec des contenus prosociaux ou regarder des émissions aux contenus prosociaux peut avoir comme impact d'augmenter les comportements d'entraide dans la vraie vie. Donc, pour terminer, je vais parler un peu du contexte qui est aussi important. Donc, un concept, un phénomène qui est d'intérêt grandissant, c'est le phénomène de la technoférence, donc qui fait référence à l'interférence de la technologie dans nos relations interpersonnelles. Et il y a jusqu'à présent quelques recherches qui suggèrent que l'utilisation des appareils portables par les parents peut diminuer leur sensibilité parentale auprès de leurs enfants. Les recherches appuie aussi l'idée que les écrans peuvent avoir des effets négatifs même quand ils ne sont pas l'activité principale et sont une activité secondaire. Donc, une étude de Massure a trouvé que les enfants qui grandissent dans des foyers où la télévision est plus souvent allumée en arrière-fond développent des vocabulaires de plus petite taille. Tel que mentionné plus tôt, les moments et les endroits d'utilisation sont également des variables importantes. Donc, utilisés pendant les heures de repas ou utilisés dans les moments avant l'heure du coucher sont susceptibles d'avoir des impacts plus négatifs et plus marqués, surtout chez les jeunes enfants. Et pour terminer, les facteurs familiaux et communautaires sont également d'importance. Donc, les enfants de milieux plus défavorisés passent plus de temps devant les écrans, mais aussi passent plus de temps devant les écrans sans accompagnement et courent plus de risques d'être exposés à des contenus qui ne sont pas appropriés pour leur stade développemental. Et en termes des communautés, les communautés qui offrent plus d'espaces verts et plus de loyers abordables contribuent à la diminution de la sédentarité et le temps d'écran des familles. Donc, tel que Mme Jolicoeur a bien décrit, notre paysage médiatique s'est beaucoup transformé au cours des dernières décennies. Donc, dans les années 60-70, l'appareil le plus consommé était la télévision et la télévision était susceptible d'être consommée en famille à des heures spécifiques. Ce n'est plus le cas maintenant avec l'Internet et le streaming qui rendent des contenus disponibles en tout temps et nos appareils portables qui peuvent être portés sur nous à tout moment. Donc, les utilisations aujourd'hui sont devenues beaucoup plus personnalisées, plus intermittentes et plus susceptibles d'avoir lieu dans le contexte de d'autres activités. Donc, bien sûr, ces caractéristiques-là ont contribué à la grande popularité des appareils portables, mais ces caractéristiques-là font aussi en sorte que la mesure de l'utilisation des médias est maintenant un défi pour les chercheurs. Donc, depuis 2016, je fais partie d'un consortium de chercheurs qui s'intéresse à cette question-là de comment bien mesurer l'utilisation médiatique dans les familles. On a donc eu pour objectif, d'une part, de créer un outil qui serait plus fidèle, puis on a aussi pour objectif de créer une base de données partagée qui va nous permettre de faire des comparaisons internationales et de grossir nos tailles d'échantillons. Et on espère qu'avec tout ça, on pourra un peu accélérer le rythme des découvertes scientifiques dans le domaine. Donc, je vais vous présenter un petit peu cet outil-là.
C'est un outil qui a 3 composantes. D'une part, il y a un questionnaire en ligne qui contient plus de 200 questions sur pas seulement la durée de temps que les enfants passent avec différents appareils, mais aussi sur les contenus et les contextes d'utilisation. Et c'est un outil qui mesure tant le temps d'écran parental que le temps d'écran des enfants. Ensuite, on a aussi développé un journal digital, donc un journal de rappel 24 heures qui permet aux parents d'enregistrer toutes les activités de l'enfant au cours de la dernière journée, y incluant les activités médiatiques. Et des questions de suivi permettent d'enregistrer spécifiquement les contextes et les contenus d'utilisation. Et pour terminer, on a aussi conçu une application qui peut être téléchargée sur les appareils mobiles pour mesurer de façon continue et directe les utilisations de ces appareils-là. Donc, mes collègues et moi avons démarré une enquête longitudinale qui porte sur 2 ans au début de la pandémie, où on a recueilli des données sur les habitudes médiatiques des parents et de leurs enfants à l'aide de l'outil Café. Donc, on les a recueillis en 2020 et en suivi 1 an après, en 2021. Et on a aussi recueilli des données sur le développement des enfants au 2e temps de mesure. Donc, je vais vous présenter quelques résultats très, très, très préliminaires de cette enquête-là en Nouvelle-Écosse. Donc, tout d'abord, ici, je vous présente juste les temps moyens d'utilisation. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que les enfants dépassent largement la recommandation d'1 heure par jour. Donc, la plupart des enfants ont passé, donc la moyenne, c'était de 3,5 heures par jour avec différents types d'écrans. Et une autre chose qui est peut-être intéressante à noter, c'est que la télévision et l'écoute de films demeurent les activités les plus populaires, avec en 2e place l'utilisation des tablettes. Donc, quelques résultats longitudinaux. Mon étudiante de maîtrise, Marie-André Binet, a mesuré l'utilisation des écrans à 3 ans et demi. Et ce qu'elle a trouvé jusqu'à présent, c'est que cette utilisation-là, donc plus les enfants passaient d'heures avec les écrans à 3 ans et demi, plus elle observait une diminution dans leur développement global et aussi spécifiquement au niveau de leur capacité de communication, de résolution de problèmes et de motricité fine. Et mon autre étudiante, Alexa Johnson, s'est intéressée au temps d'écran parental. Donc, elle a mesuré le nombre d'heures que les parents passaient devant les écrans par jour. Et ce qu'elle a trouvé jusqu'à présent, c'est que le temps d'écran parental est associé avec une diminution dans les scores de développement global de l'enfant. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Donc, je voulais dire que nos perceptions de ce qui est bénéfique et sain pour les enfants évolue à travers le temps. Et je dirais que malheureusement, ces perceptions-là sont souvent plus façonnées par les campagnes publicitaires et le marketing qu'elles ne le sont par les données scientifiques. Donc, je dirais que c'est particulièrement important dans ce sens-là que la recherche soit en mesure de fournir des recommandations justes, nuancées et réalistes pour les parents et les professionnels qui œuvrent auprès des enfants. Donc, je vous laisse quelques conclusions. Tout d'abord, je pense qu'en allant de l'avant, ça va être important pour la recherche de considérer pas seulement la durée de temps que les enfants passent devant les écrans, mais aussi les variables de contenu et de contexte. Je pense que pour mieux comprendre les vulnérabilités de certains enfants et de familles, c'est important aussi là, de prendre en considération les caractéristiques individuelles des enfants lorsqu'on considère les effets. Et je pense que c'est de cette manière-là, en considérant ces variables-là, qu'on va pouvoir éventuellement établir une hiérarchie de situations qui nous permettent de dégager les situations où l'utilisation des écrans est la plus néfaste pour les enfants, de celles qui sont le moins néfastes et peut-être même bénéfiques pour les enfants et les familles. Donc, je vais vous laisser avec ça. Je vais juste laisser mon courriel si jamais vous avez des questions ou ces thématiques-là vous intéressent. Ça va me faire plaisir de recevoir un courriel de votre part. Et si j'ai bien compris, avec Marie-Pierre, on va garder les questions pour la toute fin.
Exact, on va y revenir. On va avoir le temps d'avoir des échanges. Donc, merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation qui place bien là, quand on dit le contexte, les nuances. Puis je suis contente aussi qu'on ait souligné l'usage des écrans par les parents. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra aussi revenir peut-être sur lequel on pourra revenir dans les discussions. Donc, sans plus attendre, je vais maintenant céder la parole à la sénatrice Julie Méville-Deschaines qui va venir vous parler de la question de limiter l'accès des mineurs à la pornographie en ligne pour éviter des conséquences sur le développement. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup. Puis merci pour cette belle invitation et merci à vous, Madame Jolicoeur et Madame Fitzpatrick, pour tout le contexte scientifique que vous venez de donner et le contexte sur le droit des enfants. Donc, je ne suis pas une universitaire. Je vais vous ramener dans le monde politique, le monde plus pragmatique, en vous racontant mes efforts justement pour défendre ces droits concrètement, en se servant d'un pouvoir extraordinaire que vous ne connaissez peut-être pas, mais que nous avons tous. Chaque parlementaire, nous pouvons présenter et défendre un projet de loi qu'on appelle projet de loi d'initiative parlementaire, parfois projet de loi privé. Et c'est un projet de loi avec lequel le gouvernement n'a absolument pas besoin d'être d'accord. C'est une initiative personnelle. Bien sûr, on est seul à le défendre avec notre bureau. Donc, c'est vraiment, comment dire, un défi très intéressant, mais ça m'a permis justement d'entrer de plein pied dans ce domaine. Pourquoi je me suis intéressée à la pornographie et à son impact sur les jeunes enfants? J'ai 2 enfants qui sont de jeunes adultes, mais qui ont fait partie de cette première génération qui a eu accès sans aucune vérification d'âge aux sites porno gratuits, parce que ça fait à peu près une dizaine d'années qu'il y a de plus en plus de sites gratuits. Avant, il fallait une carte de crédit et ça créait donc une certaine barrière pour les enfants. Donc, et j'ai aussi, vous l'avez mentionné, Mme Jolicoeur, été présidente du Conseil du statut de la femme du Québec et donc j'ai participé à ce titre à des recherches sur la prostitution, la pornographie, l'effet de ces industries sur les femmes et les filles. Bref, le 8 mars 2020, donc Journée internationale de la femme, j'ai participé à ma première manifestation devant MindGeek à Montréal. Donc, MindGeek, c'est le siège social de Pornhub et de quelques autres sites porno appartenant à MindGeek. En me documentant, j'ai été absolument estomaquée d'apprendre que des images d'exploitation sexuelle, donc de pédopornographie, ainsi que de la porno sans consentement des participants, donc de telles images circulaient sur ce site qui fonctionne comme YouTube, c'est-à-dire que ce sont des citoyens qui téléversent les scènes porno sur la plateforme. Donc, j'ai participé après ça avec des députés inquiets à des appels au gouvernement pour dénoncer ces dérives, mais j'ai aussi commencé à réfléchir sur ce que je pouvais faire de concret de mon côté comme sénatrice pour faire bouger les choses, parce que c'est bien beau dénoncer, mais qu'est-ce qu'on peut faire? La gestion de Pornhub et de ses contenus relevait davantage de l'application des lois, ou je devrais dire de leur non-application dans le cas du code criminel, car la distribution de pédopornographie est déjà illégale et devrait donc être sanctionnée. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de m'attaquer à cette question-là d'un autre angle, plus pointu, afin qu'un projet de loi porté par une seule sénatrice soit un outil de changement. J'ai d'abord, dans ma démarche, visionné le contenu de ces plateformes. Afin d'évaluer moi-même ce contenu très facile d'accès, j'ai été renversée, je vous le dis bien renversée, par le caractère cru, hardcore, dégradant pour les femmes, brutal, parfois violent, et où les filles sont toujours en position de soumission. Ce n'est pas de la porno, entre guillemets, féministe qu'on voit sur ces plateformes grand public. Ça n'a rien à voir, bien sûr, aussi avec ce qui existait dans ma jeunesse. Ça trahit mon âge, bien sûr, mais ça peut expliquer à quel point j'ai été frappée par tout cela. Donc, j'ai ensuite effectué, et là, on revient à vos recherches, mesdames, avec ma conseillère, une revue exhaustive de la recherche, ici et ailleurs, sur les dangers potentiels du visionnement
de la porno en ligne par les mineurs. Parce que vous le savez, quand on fait un projet de loi, il faut se préparer aux adversaires. Et donc, on a passé pas mal de temps là-dessus. On s'est basé d'une part sur une solide revue de la littérature faite en Australie jusqu'en 2016. Et ensuite, nous avons collaboré avec la docteure Delphine Colline Vézina de McGill, directrice du consortium sur les traumatismes chez les enfants et les jeunes, qui nous a aidé à analyser la crédibilité des études plus récentes. Donc, le choix des sources est important, vous le savez, vous êtes des chercheurs, car aux États-Unis, il y a beaucoup de militants anti-porno qui font ou citent de la recherche dirigée de moindre qualité. Donc, tout ce travail nous a amené à des conclusions plutôt claires. Il n'existe pas de recherche robuste, c'est un terme que vous utilisez en sciences, donc, il n'existe pas de recherche robuste qui démontre une relation de cause à effet entre l'exposition à la porno et des comportements problématiques chez les enfants et les ados. Un des problèmes est qu'on ne peut pas éthiquement demander à des enfants de regarder de la porno, et l'autre, c'est qu'on n'a pas assez d'études longitudinales sur une longue période. Toutefois, ce qu'on a, et c'est quand même très important, et c'est ce que je mentionne, on a de forts liens et de fortes associations établies entre les deux phénomènes dans la littérature. Donc, je vous en nomme quelques-uns. La consommation de porno chez les enfants et les jeunes est associée à la compulsivité, à des attentes irréalistes quant aux pratiques attendues. Elle peut créer de la peur et de l'anxiété ou même de la dépression chez les jeunes, affecter leur estime de soi, compromettre leur inhibition, renforcer les stéréotypes de genre et l'objectivisation, excusez-moi, c'est un mot difficile à dire, des femmes. Les garçons qui ont consommé du matériel sexuellement explicite au début de l'adolescence sont plus susceptibles d'adopter des comportements sexuels agressifs. Madame Fitzpatrick en a parlé tantôt. Donc, une des études la plus solide scientifiquement montre que l'exposition à la porno a une influence sur la désensibilisation et la normalisation du contenu sexuel. Ça, c'est important parce que c'est ce qui peut rendre ces jeunes plus passifs face à une éventuelle agression sexuelle. Une anecdote qui m'a beaucoup frappée, ça relève de l'anecdote bien sûr, la commissaire britannique de la santé qui dit avoir parlé à des jeunes filles qui, lors de leur premier baiser, se sont fait presque étrangler par leur partenaire qui imitait ici le type de jouissance qu'on peut voir dans la porno en ligne. Donc, les études ne sont pas concluantes, mais à mon avis, il y a assez d'indices pour appliquer le principe de précaution. L'âge moyen du premier visionnement de la porno est de 11 ans. Au Canada, 40% des garçons, 7% des filles au secondaire en ont vu. Les études ne sont pas si récentes que ça vaudrait la peine de faire un autre tour de roue. C'est donc une question de santé publique et de protection des filles et des femmes. Dans le monde non virtuel, des lois encadrent l'industrie de la porno pour la réserver aux adultes, que ce soit les magazines, les sex shops, les films 3X. Pourquoi ce serait différent sur le web? Et je dis souvent, il était plus difficile d'acheter un magazine Playboy, et encore, c'est encore plus difficile d'acheter un magazine Playboy que d'aller sur ces milliers de sites porno voir ces images. Donc, mon projet de loi est facile à comprendre. Il s'agit d'obliger les sites porno à vérifier l'âge de leurs clients avant qu'ils aient accès à la plateforme. Donc, ce qu'on fait en droit, on crée une nouvelle infraction pénale. Je vous ai envoyé le projet de loi S210, donc vous pourrez le consulter à votre guise. On crée une nouvelle infraction pénale qui est de distribuer du matériel pornographique à des mineurs. Infraction passible d'amende. Et la seule façon de ne pas être poursuivi pour les sites porno est de créer un système robuste de vérification d'âge. Pas seulement de demander à leurs clients s'ils ont 18 ans, comme ils font maintenant. On a juste à cocher. Avez-vous 18 ans? On coche et on entre de plein pied dans ces sites. Mais voilà où le bas blesse. À part MindGeek, la plupart des sites porno accessibles ici sont situés à l'extérieur du Canada et donc sont beaucoup plus difficiles à soumettre à nos lois. Donc, mon projet de loi prévoit un recours administratif contre les sites contrevenants. Une ordonnance du tribunal pourra ainsi être demandée afin d'obliger les fournisseurs de services Internet, comme Bell ou Vidéotron par exemple, à carrément bloquer ces sites contrevenants du Canada.
une méthode radicale puisque le site porno perd ainsi tous ses clients dans un pays donné. Vous imaginez bien que j'ai dû répondre à beaucoup de critiques et que j'ai pas mal d'opposition à ce projet de loi. Ça m'étonne quand même toujours car il s'agit de protéger les enfants. Mais enfin, c'est ça le débat public, c'est ça faire de la politique. Le plus facile de ces arguments à démonter, à mon avis, ce serait aux parents de surveiller leurs enfants. C'est leur seule responsabilité. On ne doit pas imposer de fardeau aux sites porno. Un peu facile, vous ne trouvez pas, quand on sait qu'avec la multiplication des téléphones cellulaires, il est très difficile pour les parents de tout contrôler. Les systèmes de contrôle parental, vous en avez parlé, ils ne sont pas à toute épreuve. Les enfants peuvent les déjouer. Et surtout, de mon point de vue plus sociologique, pourquoi les parents seraient-ils responsables seuls alors que pour l'alcool et les cigarettes, on oblige la vérification d'âge dans les commerces? Autre argument, évidemment, qui m'a été lancé, il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression et à la vie privée des amateurs de porno, qui ne devraient pas perdre quelques minutes à prouver leur âge avant d'avoir accès aux images qu'ils veulent voir. Donc, de notre point de vue, l'atteinte à la liberté d'expression est minime puisque la vérification d'âge ne prend que quelques minutes. Et avec les avancées technologiques actuelles, on peut croire que ces vérifications, qui seraient faites par une compagnie tierce, spécialisée et accréditée, donc que ça devra respecter la protection des données privées en vigueur. D'ailleurs, je n'ai pas réinventé la roue, ce genre de vérification se fait déjà pour les jeux en ligne. Autre argument que j'entends pas mal au Québec, la criminalisation n'est pas la solution, car on va moraliser la question de la porno. Selon plusieurs, il faut plus d'éducation sexuelle pour les jeunes. Croyez-moi, je crois profondément à la nécessité de bons cours d'éducation sexuelle à l'école et même sur le web, mais la réalité, c'est qu'en ce moment, ils sont inégaux à travers le pays. Et la porno, on le sait, c'est tout sauf de l'éducation sexuelle. Donc, que faire entre-temps? C'est ce que je réponds souvent. Les plus sceptiques avancent aussi que mon projet de loi ne marchera pas, car les jeunes peuvent cacher leur pays d'origine grâce au VPN. C'est vrai pour les adolescents, mais la recherche montre qu'une petite proportion de jeunes de moins de 13 ans ont accès à un VPN ou l'utilisent. Et cette loi n'a pas la prétention cette loi n'a que la prétention de réduire ou de rendre plus difficile l'accès, mais pas de l'éliminer complètement. Je ne suis pas à ce point idéaliste. C'est la même chose pour l'alcool. On a des vérifications, on a des lois, mais on sait très bien qu'éventuellement, il y a des enfants qui en consomment en utilisant toutes sortes de stratagèmes. Comme plusieurs d'entre vous sont en droit, je crois, laissez-moi vous dire que la défense de ce projet de loi n'a pas été de tout repos. Mais, ça va quand même bien, là. Je ne veux pas que vous soyez pessimiste. Donc, quelques exemples de controverses et de débats houleux. Dans ma première version, la sanction pénale visait à la fois les personnes morales et les individus qui distribuaient de la porno. Bien que nous voulions mettre au pas surtout les sites pornographiques, les légistes nous avaient conseillé de viser un peu plus large, au cas où les méthodes de distribution de la porno changent dans le temps. Mais des porte-paroles de femmes vivant de la prostitution ou de la porno ont dénoncé le fait que des individus étaient visés. Bien que c'était improbable à mon avis, car ce n'était pas l'intention du projet de loi, une travailleuse du sexe travaillant sur le web et ne vérifiant pas l'âge de ses clients aurait pu être poursuivie au même titre qu'un site porno. On a donc réduit la portée du projet de loi aux organisations pour éviter une telle éventualité parce que ce n'est pas notre but. La question du vocabulaire utilisé aussi a soulevé des questions. On a repris dans le texte le terme utilisé dans le code criminel, matériel sexuellement explicite, pour parler de la pornographie. Car seul le terme pornographie juvénile existe dans le code et inventer un nouveau concept, c'est toujours compliqué en droit criminel. Donc, l'expression matériel sexuellement explicite, ce n'est pas parfait, car à vue de nez, le matériel sexuellement explicite pourrait inclure un sein nu, par exemple. Et certains avançaient qu'on ferait ainsi de la censure pour plein de films sur Netflix. Or, en droit, selon la jurisprudence que nous avons bien étudiée, cette critique ne tient pas la route, car la définition
et l'interprétation par des juges de l'expression activité sexuellement explicite réfèrent à des actes comportant de la nudité ou des activités sexuelles non équivoques, des représentations de manière détaillée des organes sexuels ou de la région anale. On a aussi tenté de m'associer à la droite évangélique américaine pour décrédibiliser ma parole, car il est vrai qu'aux États-Unis, les adversaires les plus efficaces des sites porno sont souvent des chrétiens. Ce ne sont pas mes alliés, mais il est vrai que dans mes appuis canadiens, j'ai des groupes religieux, des groupes féministes, bref, dans l'ensemble du spectre idéologique. Mais je ne suis manipulée par personne. J'ai quand même beaucoup d'appui parmi les sénateurs, les groupes de citoyens, les familles, les pédiatres, beaucoup de pédiatres qui justement sont sur le terrain, les psychiatres pour enfants, les sexologues qui constatent les répercussions de toute cette porno sur les jeunes qu'ils voient. Donc, en termes d'appui, j'en ai pas mal. Et je ne suis pas la seule idéaliste à m'attaquer à l'industrie très payante de la porno qui n'a pas réussi à s'autoréglementer. La France, est en avance sur nous, a déjà mis en demeure 4 sites porno, dont Pornhub, qui refusent toujours de vérifier l'âge de leurs clients. Et on attend la prochaine étape. L'Allemagne est au même point, la Grande-Bretagne et l'Australie suivent. Bref, je vais vous laisser le temps pour des questions. Sachez que je suis très optimiste cette fois parce que j'ai dû présenter mon projet de loi 2 fois. Il est mort au feuilleton quand il y a eu des élections. Je l'ai fait revivre. Et normalement, il est étudié début février en comité parlementaire. Donc ça, c'est une étape très importante. J'ai amélioré le projet de loi. Il repasse en comité. Des témoins vont venir dire si les améliorations sont suffisantes ou s'il faut encore des changements. C'est un processus très intéressant. Et si je passe cette étape, eh bien, le projet de loi va s'en aller à la Chambre des communes. Et étant donné ce que vous avez dit, c'est ce que les autres panélistes ont dit, on sait que c'est un sujet important, intéressant et qui interpelle beaucoup, beaucoup de parents. Donc, j'ai de l'espoir et je continue à travailler là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, pour ces propos très éclairants, très riches, en fait, puis qui nous met aussi, puis c'est vrai pour l'accès à du matériel sexuellement explicite, mais que la réflexion repose pas, puis la responsabilité ne repose pas finalement seulement sur le dos des parents. Puis il y a cet enjeu-là aussi, quand on parle de santé et développement, on va souvent faire reposer toute la responsabilité entre les mains finalement des parents, mais tous les hébergeurs de contenu, ceux qui hébergent les sites, les intermédiaires techniques en droit des technologies de l'information, c'est des acteurs importants. Donc, oui. Merci beaucoup. Puis merci et vous savez que c'est purement une question de concurrence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un premier site porno qui va dire oui, je vais vérifier, parce que les clics des enfants, ça compte, parce que c'est ces clics-là qui permettent d'avoir de la publicité payante et qui permettent de dire voici le nombre de clics que j'ai. Donc, il y a dans tout ça une grande hypocrisie parce que tout le monde attend de voir si ça va devenir une loi partout et s'ils vont devoir se conformer. Mais pour l'instant, les enfants rapportent de l'argent aux sites porno. Tout à fait. Puis pendant votre présentation, je pensais aussi à l'arrêt Irwin-Toy de 1989 où on était venu interdire la publicité commerciale aux moins de 13 ans, puis très certainement qu'il y avait des enjeux économiques aussi derrière tout ça. Donc, pour la période de questions, moi, je crois ne pas avoir accès comme tel aux questions. Je crois que j'ai simplement le chat des autres. En tout cas, bref, si vous avez des questions, on est tout à fait disponible. Il est 12h35, puis on est disponible. En fait, on a un beau 20 minutes pour pouvoir échanger, discuter. Donc, je vois des commentaires, peut-être, est-ce que, professeur Paré, vous aviez des questions ou des points que vous aimeriez souligner? Ah, j'ai accès aux questions. Parfait. Donc, on peut laisser le temps aux participants. Madame Paré a son micro fermé. C'est ça, je disais que les participants peuvent poser leurs questions dans le Q&A
Sur votre écran, vous devriez voir ça. J'en vois pas pour l'instant. Je trouve que c'est une question très, très difficile là. Ayant des enfants moi-même, mais qui sont adolescentes maintenant et qui ont eu accès aux écrans depuis toujours, pratiquement presque, pas tout à fait, mais depuis très longtemps. Et c'est difficile. Et moi, je me demandais notamment par rapport au temps écran, là, si je peux poser une question à la professeure Fitzpatrick. Et là, vous parliez de temps écran qui me semblait en fait très restreint là, en tout cas par rapport à, je sais que le temps écran, tant que mes enfants passent devant l'écran, et je pense que c'est beaucoup plus important, mais aussi surtout dans le contexte actuel où tout ce qui concerne l'école se passe également à l'écran. Est-ce qu'on compte ce genre le travail scolaire? Est-ce que ça compte pour du temps écran qu'il faudrait quand même limiter, même si on n'est pas toujours très capable? Mais est-ce qu'il faut tenter de limiter également ce genre de temps passé à l'écran? C'est une très bonne question pour avoir parlé. C'est sûr que ces recommandations-là ont tous été émises, disons, avant la pandémie. Puis je pense que les spécialistes en santé, en éducation reconnaissent qu'il y a quand même une expansion du temps d'écran qui est venue avec ça. Puis il faut laisser un peu de lousse pour ne pas se culpabiliser trop dans ce contexte-là. Les recherches, donc le 2 heures par jour, c'est un temps utilisé pour le loisir. Donc c'est ce qu'on recommande comme utilisation en plus du temps qui serait consacré soit pour suivre des cours ou à compléter des devoirs. Donc, ça exclut tout ce temps-là. Donc, c'est un peu pour dire dans le temps de loisir des jeunes, tu sais, combien de temps ce qui passe, combien de temps quelle proportion de leur temps de loisir est consacré aux écrans. Puis là, c'est là qu'on voit plus le temps de loisir est consacré aux écrans, probablement qu'on voit des effets négatifs à cause qu'on n'a pas le temps pour l'activité physique, on n'a pas le temps pour les interactions avec les amis. Donc, il y a plein d'activités qui rentrent en compétition dans ces précieuses heures-là. Merci. Ça me soulage un petit peu. Sinon, ça serait la catastrophe. Mais je dirais autre chose aussi, puis ça, c'est quelque chose que peut-être qui est la santé et l'éducation ne communiquent pas toujours très bien ensemble, malheureusement. Fait qu'il y a des recherches qui se font d'un côté puis de l'autre. Je pense qu'une chose qui devrait probablement être adoptée le plus tôt possible, c'est de comprendre que peu importe la qualité de ce qu'on fait sur les écrans, même si on fait des calculs mathématiques de haut niveau, c'est fatigant pour les yeux. Il y a des effets négatifs sur la posture. Donc, une chose qui pourrait être implantée ou qui probablement devrait être implantée, c'est d'imposer des pauses. C'est pas naturel et c'est pas bénéfique d'être devant un écran pendant 1 heure, 2 heures sans prendre une pause, surtout pour les jeunes puis les enfants. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il doit y avoir une évolution au niveau de la pensée. Merci. Je reviendrai après pour une autre question pour Madame la sénatrice, mais je pense qu'on a une question dans le QA. Je sais aussi que ma collègue Jennifer Quaid avait une question également. Donc. Super. Donc, est-ce que la question est rédigée dans le oui. question? Oui, parfait. Oui, OK. Quel est le nom de l'application qui a été développée par l'équipe de Madame Fitzpatrick? Vous avez répondu. Moi, j'en ai une autre ici. Question dans le Q&A. Oui, j'en ai une. Oui, plus dirigée vers la sénatrice. Oui, je vais la lire, d'accord? Marie-Pierre, si ça ne vous dérange pas. Oui, donc, parfait. La question, c'est concernant l'impact numérique, comment voyez-vous l'avenir? Pensez-vous que la loi, donc mon projet de loi, sera plus forte que les intérêts économiques en rapport avec le numérique? Alors, c'est une excellente question parce que mon projet de loi s'inscrit tout à fait en ce moment dans les efforts des gouvernements de partout dans le monde occidental pour essayer d'amener une certaine réglementation dans le monde numérique qui a vécu jusqu'à maintenant une immense liberté. N'oubliez pas, au début, on a dit qu'il fallait laisser toute la liberté possible pour que ce nouveau médium se développe, pour qu'il y ait de la liberté d'expression, pour qu'il y ait de la créativité, de l'innovation. Or, on se rend compte maintenant qu'il y a des dérives. Je crois que l'ouverture totale et sans
et sans aucune vérification de sites porno de plus en plus graphiques aux enfants en est une. Je veux dire, il n'y a personne qui est d'accord avec ça. Ceci dit, les sites porno sont évidemment des entreprises riches, elles font beaucoup de profits, mais elles ne sont pas inattaquables. Regardez ce qui est arrivé avec Pornhub, qui était le géant et le roi de la porno, en fait, le plus regardé des sites. Et à cause de la controverse lancée, nous, on a un peu crié, là, les sénateurs, mais c'est rien. C'est quand le New York Times a envoyé sur toute la planète son article extrêmement bien fouillé sur le fait qu'il y avait de la pédopornographie massivement sur ces sites-là. C'est là qu'il y a eu des réactions, c'est là qu'il y a eu des réactions politiques et Pornhub a dû changer certaines de ses pratiques sous la pression même du public. Donc oui, c'est une industrie puissante, mais je vous dirais que les Google, les YouTube de ce monde sont encore plus puissants parce qu'on travaille sur d'autres projets de loi qui sont comment préserver le contenu canadien, comment s'assurer que le discours haineux ne foisonne pas sur les médias sociaux. Tout ça, c'est une bataille incroyable parce qu'il faut arriver à trouver l'équilibre entre le fait de ne pas étouffer ce monde numérique, mais d'y mettre de la réglementation comme il y en a dans la société en vrai. Pourquoi ce monde-là échapperait à toute réglementation? Moi, j'ai beaucoup de difficultés parce qu'en face de moi, j'ai vraiment des amateurs, des gens qui disent non, liberté d'expression, chaque fois qu'il est question d'une réglementation. Mais après tout, on cherche un équilibre entre les droits des enfants, la liberté d'expression, le droit à la vie privée et tous ces droits-là doivent être mis ensemble pour faire une société vivable. Je m'excuse, je m'emporte parce qu'évidemment, c'est des débats qui m'habitent. Ça fait 2 ans là, que je travaille là-dessus. Si je peux peut-être me permettre en lien avec ce que vous venez de dire, puis vous l'avez souligné aussi dans votre présentation, le changement de paradigme finalement qu'il y a, où à une certaine époque, dans le monde numérique, innovation, on mettait des produits sur le marché, on mettait des choses disponibles à la population, et là, après coup, s'il y avait des conséquences négatives sur la santé, tout ça, mais on réagissait par après. Et là, le principe de précaution, vous l'avez nommé, puis moi, c'est quelque chose aussi dans le cadre de ma démarche doctorale que je veux approfondir, cette idée d'avoir une approche plus prudente, peut-être plus réfléchir aux conséquences en amont, surtout quand on s'adresse aux enfants. Donc, c'est aussi pour les adultes, là, mais particulièrement parce qu'on a une responsabilité collective aussi par rapport aux enfants. Donc, oui, et je vous dirais, juste une dernière note, moi je ne parle pas de la porno pour les adultes. C'est un tout autre débat et j'évite soigneusement de rentrer dans ce débat. J'ai certaines opinions là-dessus, mais en ce moment on parle des enfants et de la porno. C'est un domaine plus consensuel d'intervention et c'est à celui-là que je me limite. C'est une industrie qui a été qualifiée d'industrie pour adultes, 18 ans et plus, et assurons-nous qu'elle le reste. Évidemment, il y a un débat sur les 16-17 ans, parce que comme vous savez, le consentement sexuel existe à partir de l'âge de 16 ans. Mais l'accès à la porno, qui est évidemment pratiqué par des gens payés, on peut s'interroger sur à quel âge, c'est sûr. C'est plus facile de dire les mineurs n'y ont pas accès comme dans le véritable monde que de commencer à faire des exceptions alors que les images qu'on y trouve peuvent être perturbantes à plusieurs âges. Tout à fait. Donc, on va passer peut-être à une prochaine question. Donc, professeur Quaid, vous aviez, je crois, une question. Est-ce qu'il y en avait d'autres dans le chat? Il y en a une dans le chat, si vous voulez commenter d'abord là-dessus. La mienne, elle ouvre elle ouvre une sorte de parenthèse. Alors, je ne sais pas si vous voulez l'entamer tout de suite, mais c'est en lien un peu avec ce que vous venez de dire, Madame la sénatrice. Mais là, je vais un pas plus loin. Alors, on parle des 16-17 ans. On parle aussi du fait que chez l'adolescent, certainement, je pense qu'il y a probablement un consensus universel sur les enfants en bas de 12 ans. Mais c'est un peu dans le cadre des adolescents que probablement il y a
il y a certaines réflexions qui se font. La mienne est la suivante, et c'est vraiment par intérêt que je la pose. Dans le passé, la répression, entre autres, de matériel obscène et de pornographie touchait non seulement, si vous voulez, à des représentations sexuelles hétérosexuelles, mais aussi homosexuelles. Et des fois, en fait, ces lois-là ont été utilisées à des fins de répression de la diversité sexuelle. Dans la mesure où il y a des enfants, ou surtout des adolescents, qui sont à un âge où ils découvrent un peu leur personnalité, leur soi-même et aussi leur personnalité sexuelle. Parfois, par une certaine réticence dans les canaux, si je peux dire, plus typiques, ordinaires de sources d'information, les adolescents se tournent des fois vers la pornographie pour se renseigner sur la diversité sexuelle. Et je me demandais dans quelle mesure est-ce que dans vos réflexions sur ce projet de loi, vous avez tenu compte du fait que des fois, la recherche de ce matériel-là est peut-être motivée par une manque d'informations ailleurs. Et oui, quel est le lien ou quelles seraient les pistes de solution? Mais c'est comme j'ai dit, j'ouvre une parenthèse sur la discussion générale. Non, et je me suis beaucoup posé la question parce que moi-même, je suis loin d'être prude. Je crois que il doit y avoir, d'ailleurs, dans les conventions, c'est écrit que les enfants doivent avoir accès à de l'information sur l'éducation sexuelle. Ça fait partie des droits de l'enfant. Et en effet, et je n'ai pas de recherche, comment dire, très solide pour vous, mais on sait que les jeunes se tournent vers la porno pour avoir une idée, parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils veulent comprendre. Et c'est justement ça le problème, parce que l'image qu'ils voient de la sexualité est une seule image qui ne correspond pas forcément au malaise des premières relations, à ce qu'on vit quand on est un adolescent. Et dans le cas de la diversité, c'est encore plus vrai. Parce qu'il y a des sites porno spécifiques pour les gens qui se cherchent sexuellement. Mais encore là, les personnes de la diversité à qui j'ai parlé et qui m'ont parlé de ces sites-là me disent que ce qui est montré, ce qui est mis en scène est tellement brutal à certains égards, est tellement loin d'une sexualité douce ou tout ce qu'on peut imaginer, là, que ce n'est pas forcément une source, c'est que ce n'est pas du tout une source d'information qui permet à ces jeunes-là de voir ça comme étant, et pourquoi pas, dans la mesure où c'est très hardcore. La porno, quelle qu'elle soit maintenant, est très hardcore. Alors, je sais que je rêve en couleur parce que l'idéal, ce serait qu'il y ait autant sur le web d'éducation sexuelle, de cours en ligne ou d'éducation sexuelle en cours gratuits pour les enfants que de porno. Comme ça, au moins, il y aurait un choix. Mais il n'y a pas de choix. La porno occupe tout le terrain. Je sais qu'il y a une Québécoise qui a essayé de lancer un site porno elle a essayé de convaincre les écoles et tout. Elle n'a pas réussi. Qu'est-ce que je dis, un site porno? Une sexologue qui voulait lancer un site d'éducation sexuelle. Elle a essayé de convaincre les écoles d'embarquer et tout. Ça n'a pas marché. Et le problème fondamental, c'est que l'école pourrait être le vecteur d'une bonne éducation sexuelle, mais au Québec, on est encore dans les balbutiements. On a maintenant quelques heures consacrées à la chose, données par différents profs. On n'a pas ce qu'il faut sérieusement dans les écoles pour aborder le phénomène de la porno et en parler. Parce que si on en parle, si on le dédramatise, si on explique qu'on met en scène la sexualité et que ça ne correspond pas à la réalité, ça peut peut-être avoir un effet sur les jeunes qui la voient. Mais il n'y a pas de solution facile à ce que vous me demandez, Madame Quaid. J'ai beaucoup réfléchi à ça et je suis consciente de toutes les difficultés d'un projet de loi de ce genre, qui sera bien sûr dans le cas des ados de 16-17 ans avec le VPN. Vous savez que s'il y a des pays qui continuent à permettre ça, ils vont pouvoir cacher leur origine et aller chercher de l'information porno, des sites porno ailleurs.
Puis, en fait, je ne sais pas si la professeure Fitzpatrick aura quelque chose aussi, mais ça ouvre toute la question à dire sur cet enjeu-là de l'éducation numérique puis de la citoyenneté numérique. Là, il y a ces enjeux-là de contenu sexuellement explicite, contenu violent, mais cette espèce de prise en charge des milieux de l'éducation, que ça soit peut-être, puis là, je n'ai pas nécessairement une opinion précise sur le sujet, mais il y a le cours éthique et culture, puis là, c'est un cours dans lequel finalement on explique à peu près tout, là, autant la culture juridique que la culture numérique, etc. Mais moi, j'ai la chance de m'impliquer avec un organisme qui s'appelle Bien-être numérique, où on va dans les écoles secondaires pour justement désamorcer certains mythes par rapport à l'utilisation du numérique, écouter les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur ça. C'est avec les jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire, on n'aborde pas parce qu'il faut se limiter. On est là 1 heure avec eux, donc on n'est pas entré dans toute la dimension éducation à la sexualité. Ça sera un projet de l'organisme de développer des ateliers en ce sens-là, mais toute cette question-là de la citoyenneté numérique, c'est certainement une partie de la solution d'éduquer les jeunes, développer leur esprit critique, très, très certainement. Donc, je ne sais pas, Caroline, s'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter sur ça. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Puis je rajouterais aussi, peut-être dans une autre optique, c'est l'importance d'avoir des représentations de qualité de groupes issus de la diversité. Peut peut-être permettre aussi aux adolescents de mieux se retrouver dans leur sexualité puis dans leur questionnement. Puis ça peut être des représentations, comme je dis, plus nuancées, plus réalistes, traitées avec sensibilité. Puis je dirais que dans les 5 dernières années, on a vu une explosion dans au moins le souci de représentation de différents sous-groupes dans les médias. Alors, je pense que c'est encore imparfait, mais au moins, les jeunes ont de plus en plus d'accès peut-être à des modèles plus trois-dimensionnels lorsqu'ils peut-être ils se retrouvent pas dans le personnage blanc typique, la princesse Disney. Donc, je pense que ça aussi, ça peut être une avenue aussi pour les jeunes en questionnement. Merci, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de matières sur lesquelles on pourrait discuter encore quelques heures, sinon quelques jours ou semaines. Et par ailleurs, ça serait une conversation qui ne prendra pas fin, mais peut-être qu'on va parvenir à une situation où on est un peu plus satisfait du compromis qui est en place. Je signale pour ceux qui assistent en ligne au webinaire que nous sommes à 12h52 et je sais qu'il y a des personnes qui doivent partir parce qu'ils ont des cours ou des choses qui débutent à 13h. Donc, je voulais simplement vous donner la permission de quitter et de dire que c'est normalement le moment où on va clore la discussion. Ceci dit, je défère à ma collègue Mona Paré et à Mme Jolicoeur si elles veulent poursuivre la conversation. Moi, je vais devoir vous quitter parce que j'ai une réunion à 13h avec la doyenne et donc je dois m'empresser d'être à l'heure. Mais je voulais vraiment chaleureusement remercier l'ensemble des panélistes. Ça a été une discussion très intéressante et j'espère que d'autres vont le visionner parce qu'on l'enregistre. Ça a été vraiment très, très bien présenté et très bien réfléchi, toutes vos interventions. Merci beaucoup de nous avoir partagé vos réflexions. Eh bien, moi, je suis malheureusement dans la même situation. J'ai une réunion à 1h, donc je vais certainement quitter quelques minutes avant. Je sais qu'il y avait peut-être 2 questions dans le chat et dans le Q&A. Si vous vouliez y répondre pour clore, disons, et puis... oui, allons-y comme ça, prenons ces 2 dernières questions-là, puis ensuite on terminera avec ça. Donc, j'avais vu, c'est bien la question de Nicole Ismaïla, donc c'est bien de celle-là qu'on parle. Donc, en plus de la criminalisation des sites qui existent, l'exigence de centaines de conditions pour l'ouverture d'un site pornographique. Excusez-moi, j'ai un peu de la misère avec la syntaxe de la question, je vais reprendre. Donc, en plus de la criminalisation des sites, existe-t-il l'exigence de certaines conditions pour ouvrir un site pornographique qui respecte la protection des enfants? Ne serait-il pas une autre solution? Écoutez, je pense qu'on nous dit qu'il y a à peu près 4 millions
de sites porno à travers le monde. Donc, on ne peut pas juste s'attaquer à ceux qui ouvrent avec des conditions d'ouverture. Je pense qu'il faut essayer, entre guillemets, ce qui se passe en ce moment, il faut essayer de contrôler ce qui se passe parce qu'il y a un accès incroyablement grand, mais c'est une idée de réglementation, certainement. N'oubliez pas que nous n'avons le contrôle sur ça que sur les sites qui sont basés au Canada. On ne peut pas faire de réglementation sur l'ouverture d'un commerce qui est basé à Tombouctou. Donc, maintenant qu'on est en pleine mondialisation, ça complique pas mal la réglementation. Et c'est pour ça que je soutenais que à la limite, on peut bloquer un site, c'est moins élégant, mais c'est la façon de le faire quand le site ne répond pas à la demande de vérification d'âge. Il y en a une aussi qui est intéressante ici, Madame Jolicoeur. Ne faudrait-il pas souligner que les effets négatifs de la pornographie en ligne sans limite n'affectent pas seulement les femmes et les jeunes, mais aussi le développement comportemental, social et sexuel des hommes jeunes et plus âgés? En effet, il y a plein d'études là-dessus. Ce n'était pas mon propos aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, je préfère me limiter à la porno et les enfants. Mais c'est évident que les enfants grandissent, deviennent des adultes et leurs bagages peuvent rester. Je ne sais pas si mes collègues ont des choses à ajouter à ça. Ben, en fait, c'est clair que les enjeux du numérique concernent, là, on s'est concentré aujourd'hui sur les droits des enfants, puis qui ont des êtres en développement, dont on doit promouvoir l'autonomie, mais aussi veiller à la protection. Donc, il y a ces enjeux-là qui nous occupaient, mais le numérique, quand on parle de modération de la haine en ligne, quand on parle de pornographie, quand on parle de... Il y a des réflexions légales à avoir aussi pour les adultes. Puis, il y a des enjeux aussi de déconnexion, puis les effets sur la santé. Peut-être que, professeur Fitzpatrick, on pourra terminer là-dessus, mais il y a des enjeux aussi sur la santé des adultes liés peut-être au télétravail, ce qu'on parlait sur les yeux, tout ça, ça ne concerne pas juste les enfants, là, finalement. Oui, je dirais que dans une perspective développementale, à l'adolescence, on a quand même une période de plasticité pour le développement de nos préférences sexuelles, puis de nos attentes, puis de nos habitudes. Alors, c'est pas... moi, ce que j'anticiperais, c'est que les adolescents n'arrêtent pas d'être influencés une fois qu'ils atteignent l'âge adulte. Les contenus auxquels ils vont être exposés vont être quand même, j'imaginerais, formateurs. Et que ce seraient des habitudes qui se maintiennent après ça à l'âge adulte puis à d'autres étapes de la vie. Donc, si on est exposé à des contenus qui sont dégradants et que ceci a une influence sur nos valeurs ou sur notre perception des rôles gendrés de d'autres minorités, ben c'est pas quelque chose qui va disparaître à partir de l'âge de 18 ans. C'est des choses qui sont susceptibles de se maintenir et peut-être même de s'intensifier. Et j'ajouterais que des experts m'ont expliqué, chez les policiers aussi, que les hommes ou les enfants, on commence à regarder de la porno avec des adultes qui sont dans les scènes de porno. Et plus il y a consommation compulsive, plus le besoin d'une porno de plus en plus tordue, pour certains, là, on s'entend, augmenterait. Et c'est là que viendrait le besoin de regarder de la pédopornographie. Donc, une consommation trop grande peut amener à vouloir des sensations de plus en plus fortes et amener dans l'illégalité. C'est triste. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on peut terminer là-dessus, 12h58. Donc, je remercie beaucoup, professeur Fitzpatrick, Madame la sénatrice, d'avoir accepté l'invitation à participer ce midi. Merci beaucoup, professeur Paré, aussi, d'avoir accepté la proposition, m'avoir aidé pour l'organisation. Puis, si vous avez des questions, besoin de ressources par rapport à ce qu'on a dit, j'ai vu que l'adresse du laboratoire était dans le chat. Donc, ça peut être peut-être une manière, je sais que aussi Caroline avait laissé son adresse courriel, mais une manière de nous joindre là, par l'adresse courriel du laboratoire, puis on nous transférera tout simplement les courriels. Donc, je vous souhaite à tout le monde une très bonne continuité de journée. Prenez des pauses d'écran, allez peut-être prendre l'air un tout petit peu cet après-midi. Marie-Pierre, est-ce que tu pourrais nous partager la capture d'écran si vous avez réussi à en prendre par courriel? Oui, tout à fait. J'en ai pris quelques-unes aussi, je peux vous envoyer. Parfait. Génial. Ben, merci à tout le monde, puis au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Un immense merci pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir. Oui. Merci beaucoup, Caroline. Bye.